Donc, bonjour tout le monde. Et bon, nous allons bientôt commencer. Donc, on va commencer doucement avec quelques, quelques rappels. Donc, on travaille toujours dans un contexte d'un espace, bon, pour l'instant, juste pré-hilbersien. Donc, c'est un espace pré-hilbersien qui est réel ou complexe. Donc, c'est un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel. On va juste tout simplement dire que c'est un. Ce sera peut-être plus simple de dire que c'est un F espace vectoriel ou F C ou bien R ou bien C, muni d'un produit interne, d'un produit scalaire. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'orthogonalité, donc on a dit si j'ai x, y dans E, alors x est orthogonal à y, ça c'est juste dire que le produit scalaire de x avec y, c'est nul, ça on a déjà dit. Et on a commencé à étudier des familles orthogonales. Donc, une famille. Alors peut-être on va noter comme ça, E1. Ah bah, bientôt ça va devenir une base, donc peut-être que je vais l'écrire comme ça. Ok, une famille, est-ce que je veux l'appeler E1? Je n'ai pas envie de l'appeler E1. Pour moi, ok, je vais l'écrire plutôt V1. Okay. Une famille V1 jusqu'à VK, on va dire comme ça, est orthogonale. Si, quel que soit I, distinct de J, VI est orthogonale à VJ et il est orthonormé si, en plus, norme de VI est toujours 1. C'est-à-dire, le produit scalaire de VI avec VJ. C'est ou bien 0 si I est distinct de J, ou bien 1 si I est égal à J. Donc, c'est le delta de Kronecker, delta IJ. C'est 0 si I n'est pas égal à J, et 1 si I est égal à J. D'accord? Donc, ce sont des définitions qu'on a vues. Et on a commencé à faire certains calculs qu'on va pousser un tout petit peu plus loin aujourd'hui, ou peut-être on va essayer d'exploiter. Donc, encore des rappels sur des calculs qu'on a fait. Donc, si donc si j'ai des vecteurs, disons x, c'est la... Disons que j'ai deux vecteurs, j'ai une famille orthogonale et j'ai deux vecteurs dans l'espace vectoriel engendré par cette famille. Donc, x, ça pourrait être par exemple somme de xi vi et y. Donc, c'est égal à somme de yi vi. Donc, les deux sont dans l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VK. Alors, on a fait les calculs suivants. On a dit que si la famille V1 à VK est orthogonale,
Alors, on a bien calculé le produit scalaire de x avec y, c'était la somme sur i de xi bar yi norme dvi au carré. Donc, en particulier, si x égale à y, donc la norme de x au carré, c'est la somme de module de xi au carré, norme de vi au carré. En particulier, c'est une sorte de théorème de Pythagore. Si x c'est juste, si tous les xi sont 1, donc si x c'est juste la somme des vi, donc la norme de v1 plus vk au carré, c'est juste la somme des normes des vi au carré, pour i toujours qui va de 1 à k. Toutes les sommes, c'est pour i qui va de 1 à k. Donc, si j'ai des vecteurs au carré, la longueur de la somme au carré, c'est la somme des longueurs au carré. Pour k égale 2, c'est exactement le théorème de Pythagore. Donc ça, c'était un cas. Un cas légèrement plus joli, c'est si la famille V1 jusqu'à Vk est orthonormée. Dans ce cas, tout est vrai, sauf que en plus, la norme de chaque VI égale à 1. Et du coup, le produit scalaire de x avec y, c'est somme de xi, yi, xi conjugué yi, la norme du coup de x, de x au carré, c'est somme de xi module au carré. Et évidemment, j'oubliais une chose, mais ce n'est pas grave, il y a la place. Et on a aussi fait le calcul qu'on fait chaque xi, je sais calculer xi, c'est le produit scalaire de vi avec x divisé par norme de vi au carré, ou si vous voulez vi scalaire x, ça fait plus symétrique peut-être si je l'écris comme ça. Et du coup, ici, ça va être xi tout simplement égal à vi scalaire x. Alors, il faut juste dire une chose, pour que cette dernière formule ait un sens, il faut quand même que le vi soit non nul. Donc, si la famille elle est orthonormée, évidemment, tous les vi sont non nuls parce qu'ils sont de norme 1. Si la famille est orthogonale, il faut peut-être ajouter une contrainte voilà, qu'on a bien mentionné la semaine dernière, mais que là j'ai oublié de dire, son vecteur nul. Yes. Très bien. Du coup, si je pousse légèrement plus loin pour arriver un peu. Donc tout ça, ce sont des rappels. C'est à peu près là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, une autre manière de dire la même chose, c'est de dire que x, en fait, c'est égal à la somme pour i de 1 à k de vi scalaire x divisé par, bon, on va dire nombre de vi au carré, c'est pas la peine de faire, fois vi. Et du coup, ici, x est égal à somme de 1 à k de vi scalaire x. Vi. Bon, pourquoi j'écris ça? Bon, d'abord parce que c'est intéressant, et puis parce que je vais maintenant vous poser la question. Donc tout ça, c'est dans l'hypothèse, tous ces calculs-là, c'était dans l'hypothèse
que x et y étaient tous les deux, donc ici on oublie y, il n'y a que x est dans l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à Vk. Bon. Donc maintenant on commence à poser, voilà, à poser une nouvelle question. Pardon. Et si on omettait l'hypothèse que x appartient à l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à Vk. Ok, alors, je rends ça plus précis. Ok, donc soit, je continue à m'amuser, juste je fais des calculs, bon, j'ai rien à faire, du coup je fais des calculs. D'accord? Donc, soit VI, pardon, V1 jusqu'à Vk, toujours une famille orthogonale, sans vecteur nul, hein, toujours même hypothèse, sans vecteur nul, et peut-être même, pas forcément, mais peut-être voire famille orthonormée, soit X dans E, et donc, comme je ne suppose pas que X appartient à l'espace vectoriel engendré par le VI, je ne peux pas dire que X vaut ce machin-là, mais je vais posons, on va donc du coup appeler X', ce calcul-là que je viens de... Okay, donc X, donc I égale 1 à K, VI scalaire X divisé par norme de VI au carré fois VI. Bon, j'ai le droit, enfin, ok, j'ai le droit. À quoi ça sert? Alors, je vais poser aussi x second, ce sera x moins x'. Si vous voulez, x c'est x' plus x second. OK? Et maintenant, je vais faire un calcul. Maintenant, je vais calculer quel est VI scalaire x', quel est VI scalaire x second. Bon, d'abord, je vais calculer ça. Donc, VI scalaire x' égale... Ah, mais attendez, alors, oui, non, pardon, c'est encore plus simple. Bon, on peut appliquer la formule de tout à l'heure, par exemple. Donc, c'est... voilà, donc... Donc, c'est... ouais. On va faire un calcul direct. Ça revient même. Ça revient même. On va faire le calcul directement. Ça n'a aucune importance. OK. Donc, c'est VI fois... OK, j'ai le droit. Le I, il est déjà fixé. Donc, je ne peux pas faire varier I. Je vais faire varier J. D'accord? Donc, c'est I fois somme sur J de V. Pardon, Vj scalaire X sur norme de Vj au carré Vj. Donc, c'est la somme sur J
de VI, pardon, je peux faire, donc c'est linéaire en la deuxième coordonnée, donc je peux faire sortir la somme et le coefficient, donc c'est somme de VJ scalaire X divisé par VJ au carré fois VI scalaire. Oui, peut-être que... voilà. Je fais sortir cette combinaison linéaire en dehors. Et du coup, ça, c'est 0 si I n'est pas égal à J. Donc, c'est la seule possibilité, c'est VI scalaire X sur VI au carré fois VI scalaire VI, ce qui vaut VI scalaire X. Donc, en fait, on se rend compte que VI scalaire X', c'est pareil que VI scalaire X. X second, c'est X moins X'. Donc, VI scalaire X second, c'est VI scalaire X moins VI scalaire X'. C'est 0. Donc, VI est orthogonal à X secondes, et ceci, quel que soit I entre 1 et K. Puisque ça c'est vrai, ça veut dire que X secondes, il est en fait orthogonal à l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VK. On a vu ça la dernière fois, c'est-à-dire X seconde est orthogonal à Y, quel que soit Y dont vect V1 jusqu'à VK, ce qui est équivalent, juste manière équivalente de dire la même chose, c'est de dire X second, il appartient au supplémentaire orthogonal de vect 1 VK. Bon, ces définitions, on l'a vu la dernière fois, mais de toute manière, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, à la limite, on peut prendre ça un peu en parenthèse, mais l'essentiel, c'est ça. Donc, on a trouvé, on a écrit X égale. Donc, okay. Donc, juste pour rappeler, donc on a X, donc X égale X' plus X second. X' appartient à vect V1 jusqu'à VK, on l'a déjà dit, hein, X' c'était une certaine combinaison linéaire des VI, et X seconde, il lui est orthogonal à celui-là. OK. Donc ça, c'était des calculs. On s'est amusé à faire des calculs sur une page à peu près. Super. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ces calculs-là? Donc, on va parler du procédé de orthogonalisation ou orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, l'idée, c'est la suivante. Moi, j'ai envie de trouver des familles. Moi, j'ai envie de trouver des familles orthogonales, voire orthonormées.
Donc, c'est un procédé pour trouver des familles orthogonales ou orthonormées. Alors, on va présenter ça en quelque sorte comme un défi. D'accord? Donc, le défi, c'est je vous donne une famille libre on va aller dans la clé U1. Donc, on va dire M. OK. Je vous donne une famille libre U1 jusqu'à UM. Et je vous demande de trouver une famille orthogonale ou orthonormée. Ça dépend un peu de ce que je vous demande. Je peux vous demander l'un ou l'autre. Donc, ce serait, on va l'appeler V1 jusqu'à Vm. Et OK, il faut une contrainte telle que, alors, la version facile, ce serait, au moins je veux qu'elles engendrent les mêmes espaces. Mais en fait, je veux un peu plus que ça. Je veux que pour tout cas, pardon, pour tout cas entre 1 et M, si je prends l'espace vectoriel engendré, donc non seulement je veux que l'espace vectoriel engendré par tous les U soit l'espace engendré par tous les V, je veux que si je prends quelques U et puis je m'arrête à un moment donné, je veux que ce soit pareil que l'espace vectoriel engendré par cela. Maintenant, vous allez me dire, ben oui, si je trouve toute famille orthonormée, elle est orthogonale, du coup, il suffit de trouver une famille orthonormée, et en particulier, je trouvais une famille orthogonale, donc ce n'est pas la peine de... Pourquoi ou? Certes, mais pour des raisons calculatoires, vous verrez que pour faire des calculs, enfin, ok, pour la théorie abstraite, c'est plus joli si on trouve des familles orthonormées. Pour des calculs concrets, c'est plus facile si on trouve plutôt une famille, si on se contente d'une famille orthogonale. Ok, on verra ça tout de suite. Bon, on va essayer d'attaquer. Essayons. Ok.
Et si. Donc, quel serait V1? Donc d'abord, je vais considérer le cas où je cherche, donc on cherche une famille orthogonale. Donc, disons qu'on cherche une famille orthogonale. On verra le cas d'une famille orthonormée tout de suite. Qu'est-ce que je veux prendre pour V1? Ben, il faut que V1, en fait, il faut que l'espace engendré par V1 soit l'espace engendré par U1. Donc, je n'ai pas trop le choix. V1 doit être collinéaire avec U1. Donc, autant prendre V1 égale U1. Pour l'instant, la famille qui consiste en V1 seul, elle est orthogonale parce que V1 est orthogonal à tous les autres vecteurs de cette famille, vu qu'il n'y a pas d'autres vecteurs. Bon, super. Qu'est-ce qu'on va faire avec V2? Bon, je ne peux pas prendre U2 parce que U2 peut-être n'est pas orthogonal à V1. Mais je dois prendre, bon, on va prendre, bon, je veux que ce soit quand même, il faut que V1, pardon, il faut que l'espace vectoriel engendré par V1, V2 soit égal à l'espace vectoriel engendré par U1, U2. V1, c'est déjà U1. Donc, en fait, il faut juste trouver V1 et qui est collinéaire avec quelque chose qui est engendré par U1 et U2. Donc, je veux, par exemple, je peux prendre V2, ce serait égal à U2 plus quelque chose fois U1. Ça marchera. Mais il faut que ce soit tel que V2 est orthogonal à V1, qui est égal à U1. Alors là, je me demande, est-ce que je peux le faire? Je me dis, oui, je peux le faire. En fait, je viens à l'instant de le faire. C'était ça justement le but du calcul de tout à l'heure. On a trouvé, étant donné une famille déjà orthogonale et un x, on a trouvé un x2, donc qui était égal à x. Bon, voilà. On a trouvé un x2 qui était exactement de la forme x moins x plus, c'est-à-dire x moins une combinaison linéaire dvi, qui est orthogonale. Donc, d'après le calcul précédent, si je prends V2 égale U2 moins, alors je vous rappelle quel était le calcul, c'était V1 scalaire U2. Donc là, je prends mon x, c'est U2, divisé par V1 au carré fois V1. Alors, V2, il est orthogonal à V1. Et il engendre, et c'est comme on l'a dit, puisqu'il est de la forme U2 plus quelque chose fois
V1, ils vont engendrer le même espace vectoriel. Ok, du coup, maintenant, je peux vous donner la formule générale. Donc, étant donné pardon. Oui, il y a une question? Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir au slide juste avant pour le prendre en screen? Merci beaucoup. Oui. Non, mais je ne regarde pas tout le temps le chat, donc n'hésitez pas à prendre la parole tout simplement. Par contre, si vous ne prenez pas la parole, gardez le micro coupé. Voilà. OK. Donc, étant donné une famille libre U1 jusqu'à UK, on pose par récurrence, donc on construit V1 jusqu'à VK. Pardon, on a dit M, on appelait ça M. Par récurrence. Donc, V1 égale U1, V2 égale U2 moins V1 U2 sur V1 au carré fois V1. Et d'une manière générale, VK, ce sera toujours, je prends UK et j'en soustrais quelque chose qui est engendré par le vecteur que j'ai déjà construit, donc ça ne changera pas, l'espace vectoriel engendré, c'est toujours le même. Et j'enlève exactement ce qu'il faut pour obtenir quelque chose qui est orthogonal. Donc c'est exactement, on enlève, c'est exactement ce que disait la formule de tout à l'heure. Donc je prends la somme pour I de, alors, pardon, ce sera K plus 1, le vecteur suivant, ce sera I de 1 jusqu'à K de VI, scalaire UK plus 1, divisé par norme de VI au carré fois VI. Donc, d'après le calcul qu'on a fait tout à l'heure, ça implique que VK plus 1, il est orthogonal à l'espace vectoriel engendré par V1, VK. Et, vu la manière dont on a défini, si je prends l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VK plus 1, c'est pareil que l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VK U K plus 1. Et maintenant, si je prends toutes ces identités pour tous les cas, donc par récurrence, vect V1 jusqu'à VK, pardon, oui, V1 jusqu'à VK est égal à vect U1 jusqu'à UK, quel que soit K entre 1 et M. Et c'est ce qu'on voulait. D'accord? Donc, c'est la famille V1 jusqu'à VK, pardon, VM, est orthogonale parce que chaque vecteur, il est orthogonal à tous les vecteurs précédents. Et bon, si j'ai deux vecteurs, il y a un qui est construit après l'autre, les deux vont être
orthogonal, celui qui a été construit plus tard serait orthogonal à celui qui a été construit précédemment, mais c'est symétrique. Donc la famille, elle est orthogonale. Et les espaces vectoriels, c'est ce qu'on veut. Alors, il remarque, encore, faut-il, pour que notre calcul marche bien, il faut non seulement que les familles soient orthogonales, il faut qu'elles soient son vecteur nul. Donc, VI est non nul, quel que soit I. Quel que soit I. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, qu'est-ce que ça veut dire qu'un certain VI vaut 0? Donc, on va dire comme ça. Car si j'ai un V, disons qu'à un moment donné, je fais le calcul et je tombe sur 0. Donc, disons qu'à un moment donné, j'ai un VK plus 1, je fais le calcul comme ici, et je tombe sur 0. Et bien, ça veut dire que le UK plus 1, en fait, il est déjà engendré par les V1 jusqu'à VK. Et je peux supposer que c'était le premier cas pour lequel ça s'est passé. Donc, avant, il n'y a pas de souci. Donc, le même argument, donc ça, c'est égal à vecteur de U1, UK. Or, on a supposé que la famille est libre. Ok, autre manière de dire la même chose, c'est de dire que si je vous donne une famille et je ne vous promets pas que la famille elle est libre, chaque fois qu'il y a un vecteur nul, ça veut dire que là, il y avait un vecteur qui était déjà engendré par le précédent, vous pouvez le balancer à la poubelle. Donc on les oublie tout simplement, ça ne nous sert à rien. Ce que nous cherchons, ce sont des vecteurs non nuls qui sont orthogonaux. Ça marche très bien. Maintenant, ça c'est pour produire une famille orthogonale. Si je veux une famille orthonormée, je vais passer à la page. Je vais passer à la page suivante. Donc, alors, deux possibilités. Donc, on trouve une famille V1 jusqu'à VK, VM, pardon. On trouve une famille V1 VK orthogonale. Une famille. On trouve une famille orthogonale V1 jusqu'à VM comme plus haut. Puis on pose.
EI égale VI divisé par norme de VI. Alors, si je fais maintenant EI scalaire EJ, c'est égal à quoi? C'est VI sur norme de VI scalaire VJ sur norme de VJ. C'est égal à 1 sur... Je peux faire sortir, ça sont des coefficients réels. 1 sur norme de VI, c'est un coefficient réel. Du coup, je peux le faire sortir. Il n'y a pas de souci de conjugué orthogonal. Donc, c'est scalaire VI, VJ sur norme de VI, norme de VJ. Et maintenant, il y a deux possibilités. Si I n'est pas égal à J, ben c'est 0. Et si I est égal à J, c'est norme de VI au carré, VI fois VI, sur norme de VI au carré, c'est 1. Donc, c'est bien une famille orthonormée. Donc, ça, c'est la première possibilité. Donc, tout d'abord, on trouve une famille orthogonale, puis on la normalise. Donc, ça, c'est là. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'en fait, on intègre la normalisation dans le procédé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on a trouvé VI, on pose tout de suite EI égale VI sur norme de VI. Qu'est-ce que ça nous fait de différent? Ça rend les formules, soi-disant, plus simples. Du coup, ça veut dire que... Donc qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire qu'on pose donc V1 égale U1, donc E1 égale V1 sur norme de V1. Après, le deuxième, c'est V2, pardon, est égal à... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était U2 moins V1 scalaire U2 modulo... pardon, divisé par V1 au carré fois V1, mais on dit, ah, mais attendez, c'est plus simple, je peux l'écrire comme U2 moins juste E1 scalaire U2 fois E1. Donc, la forme, elle a l'air plus simple. Et après, je pose E2 égale V2, pardon, égale V2 sur norme de V2. Et pareil, du cas général, donc c'est V K plus 1, ce sera U K plus 1 moins somme pour I de 1 jusqu'à K
de scalaire EI UK plus 1 fois EI. Et après, tout de suite, je dis EK plus 1 égale VK plus 1 divisé par la norme de VK plus 1. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que les formules ont l'air d'être légèrement plus simples. Donc, c'est pour ça que je dis, d'un point de vue de la théorie abstraite, ça a l'air d'être plus joli. Donc, formule. Oh, qu'est-ce que je fais? Donc, formule plus simple. Donc, vous allez dire, bah, chouette, on va le faire comme ça. Un seul bémol, mais lorsque vous faites ce calcul ici, vous aurez à calculer la norme des vecteurs. Donc, si vous avez un vecteur avec coefficient réel ou entier, ou pardon, avec des coefficients entiers ou rationnels, ici, vous risquez d'avoir une racine carrée. Donc, tant que vous ne prenez pas, ne calculez pas des normes, vous n'aurez pas de racine carrée à gérer. Dès que vous avez vous essayez de faire ces calculs, il y aura des racines carrées qui vont apparaître. Après, elles vont apparaître deux fois, donc ce sera racine carrée fois la même racine carrée. Finalement, dans ce calcul-là, il n'y aura plus de racine carrée, mais dans les calculs intermédiaires, il y en aura. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut calculer à la main. Ça va faire des calculs plus compliqués. Mais fait apparaître des racines carrées. Donc, c'est parfois plus moche à calculer. Plus moche à calculer. Après, c'est vraiment à vous de choisir si vous voulez faire l'un ou l'autre. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est tellement important cette formule, on va faire dans une jolie couleur. Donc, ça, c'est une possibilité. Vous voyez bien que toutes les formules que j'ai notées plus haut, ce sont des cas particuliers de celle-là, en particulier lorsque k égale, donc pour le V1, ça veut dire que k égale 0, donc V1 égale U1 plus une somme vide, donc pas moins une somme vide, c'est toutes attendez, est-ce que j'ai un petit souci là? Est-ce que... Hop. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ok, non, ça a l'air très bon. C'est bon, vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Oui, ok. Mon ordinateur a fait une petite bêtise. Bon, bref, voilà. Donc, ça, c'est la formule générale à retenir. Donc, ça, c'est si on cherche directement à trouver une famille orthonormée, ou sinon, on peut, voilà. Si on cherche juste une famille orthogonale, il suffit de retenir cette formule. Donc ça, c'est pour une famille orthogonale. Et ça, c'est pour une famille orthonormée. Voilà. Ok, il est quelle heure? Ouais, d'accord, très bien.
je vais énoncer ça donc, si vous voulez, donc théorème. Que nos calculs ont déjà démontré. Donc, c'est en appliquant ce procédé à une famille libre U1, pardon, UM, on obtient une famille orthogonale sans vecteur nul V1 jusqu'à Vm et une famille orthonormée E1 jusqu'à Em. Donc, chaque EI est juste VI normalisé, tel que, quel que soit K, entre 1 et M, l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UK, c'est le même que l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VK. Et puisque le VI et le EI sont collinéaires, donc c'est le même que l'espace vectoriel engendré par E1 jusqu'à EK. En particulier, l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UM, c'est l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à Vm, c'est le même que l'espace vectoriel engendré par E1 jusqu'à EM. Donc ça, c'est une évidence, vu ce que j'ai annoncé. Le truc, c'est que le plus souvent, c'est ça qui va nous intéresser le plus, mais pour le démontrer, on passe par ça. Alors, corollaire de ce théorème, donc je vous rappelle une définition que pour l'instant, on n'a pas vraiment utilisée, donc peut-être ce serait mieux de la rappeler. Un espace euclidien c'est quoi? C'est un espace pré-hilbertien réel de dimension finie. Et un espace hermitien est un espace pré-hilbertien complexe de dimension finie. Donc, corollaire, tout espace euclidien ou hermitien admet une base orthonormée. Preuve. Donc, en particulier orthogonale. Donc, preuve. On prend n'importe quelle base et on applique Gram-Schmidt.
Donc, comme c'est en dimension finie, il existe des bases. Donc, on prend n'importe quelle base. UA, UN. D'accord, donc, où n égale la dimension de E. On va lui donner un nom à l'espace. Donc, tout espace E, euclidien ou hermitien. Donc, je prends, sa dimension c'est E. Donc, je prends une base. Et on applique Gram-Schmidt. Pour trouver une famille orthonormée. E1 jusqu'à En, tel que vect de E1 jusqu'à En, c'est pareil que vect de U1 jusqu'à Un, c'est-à-dire E. Pourquoi ça se déplace ce truc-là? Voilà. OK. Très bien. Alors, je vous dis déjà que l'un des exercices que vous allez avoir très souvent, donc j'imagine dès le prochain TD, et puis plein de variantes sur le même thème, exercice type. Trouver des bases orthonormées à des espaces. Le plus souvent euclidien. Voilà. Alors, autre corollaire, c'est donc je reviens à cette histoire de supplémentaire orthogonal. Donc rappel, donc si j'ai une partie A de E, alors je définis A perpendiculaire, c'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont perpendiculaires à A. Où je vous rappelle encore que ça signifie que X est perpendiculaire à Y, quel que soit Y dans A. Donc, on a vu que c'est un sous-espace vectoriel, donc A est toujours un sous-espace vectoriel de E. On l'utilisera honnêtement le plus souvent sous deux formes. Donc, pardon, peut-être avant ça, je vais dire aussi, autre chose qu'on a vu, c'est que A perpendiculaire est égal à vect de A perpendiculaire. Donc, ça montre qu'en quelque sorte, ça parle plutôt de sous-espace vectoriel. Donc, le plus souvent, pas exclusivement, mais le plus souvent, on parlera de machin perpendiculaire pour un sous-espace vectoriel. Donc, c'est le plus souvent.
Dans ce cas, donc, petit lemme, si je prends F intersection F perpendiculaire, alors je prétends que ça, c'est forcément seulement le vecteur 0. En fait, d'une certaine manière, on l'a déjà vu. Peut-être que je ne l'ai pas énoncé comme ça, mais on a déjà vu. En effet, donc preuve. En effet, d'un côté, 0 appartient à F intersection F perpendiculaire parce que c'est l'intersection de l'espace vectoriel. Car F et F perpendiculaire sont des sous-espaces vectoriels. Donc, ouais, enfin, je dis, ok, il faut que je sois plus explicite que ça. Donc, lemme pour tout sous-espace vectoriel. Il faut être plus explicite parfois. Ok. Je prends un sous-espace vectoriel F, je l'intersecte avec son complémentaire orthogonal, supplémentaire orthogonal, et j'obtiens ça. Et donc, ce sont tous les deux sous-espaces vectoriels, donc j'ai 0 dans l'intersection, très bien. Maintenant, je prends, donc ça fait une inclusion. Maintenant, pour l'autre inclusion, je suppose que j'ai un élément dans l'intersection. Donc, si X appartient à F perpendiculaire, à F intersection F perpendiculaire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que X appartient à F et X est perpendiculaire à F, c'est-à-dire, mais puisque X est perpendiculaire à F, donc les deux impliquent ensemble que X est perpendiculaire à lui-même. C'est-à-dire, bon, on a déjà vu que ça implique que X est nul. Pourquoi? Parce qu'on dit que X scalaire X, qui est nombre de X au carré, est nul. On a déjà vu ça. Voilà, donc ça me fait l'autre inclusion. 0, il appartient à cette intersection, et tout élément de cette intersection est forcément 0. C'est bon. Ça veut dire que la somme de F et de F perpendiculaires, la somme de F et de F perpendiculaires, c'est en fait une somme directe. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Donc, soit F encore un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien ou hermitien. E. Qu'est-ce que je peux dire de dim? Donc, que puis-je dire de dim F et de dim F perpendiculaire? Bon, a priori, je ne sais pas quelle est la dimension de F, mais je vais essayer quand même de les lier. Je vais montrer qu'en fait, je peux lier tout ça. Alors, comment on va le faire? Alors, ok. Donc, soit... Donc, ça, c'est une question. Donc, soit n la dimension de E et k la dimension de F. Donc, forcément, plus petit que n. Donc, soit U1, UK, une base pour F. Jusqu'ici, tout va bien.
Bon, vous savez très bien que vous pouvez la compléter en une base pour E. Donc, ça va faire U1 jusqu'à, bon, peut-être UK, mais puis je continue, UK plus 1, jusqu'à UN. Que puis-je dire pour l'instant de ce nouveau vecteur? Eh bien, rien. Bah, mis à part qu'il complète la base, je ne sais, non, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grande-chose de ces vecteurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer Gram-Schmidt. Appliquons Gram-Schmidt. Donc là, par exemple, pour ce que je vais faire maintenant, je n'ai pas besoin, ça, après ça dépend comment je fais mes calculs, mais si je préfère juste orthogonaliser, pour ce que je veux faire, ça suffit. Donc, j'obtiens une famille V1, VK, j'insiste sur, il y a le VK, puis il y a le VK plus 1 jusqu'à Vn, tel que j'ai deux choses essentielles que je veux, qui est d'abord que cette famille elle est 1 orthogonale, 2. Alors j'ai plein d'identités des sous-espaces engendrés, mais ce qui m'intéresse sont les deux identités suivantes. Je sais que si je regarde ce qui est engendré jusqu'à K, c'est pareil qu'avec les U. Donc c'est F. Et si je prends donc, vecte de V1 jusqu'à Vn, donc ça c'est vecte de U1 jusqu'à UN, c'est E. D'accord. Donc ça veut dire que ça c'est une base V1 jusqu'à Vk est une base pour F. En fait, ça, c'est pas une surprise. En fait, si vous regardez ce que vous avez fait dans le procédé de Gram-Schmidt, jusqu'à l'étape où vous construisez VK, vous ne regardez pas du tout les vecteurs qui arrivent plus tard. Donc, vous avez en fait juste appliqué Gram-Schmidt à une base de F et vous avez obtenu une base orthogonale. On va écrire peut-être plutôt plus bas. Donc, vous avez obtenu donc V1, VK est une base orthogonale pour F. V1, Vn est une base orthogonale pour E. Mais ça c'est moins important pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Je regarde pour chaque I entre K plus 1 et N, VI, il est orthogonal à tout ce qui lui précède. Donc, en particulier, il est orthogonal. Donc, ça je vais mettre entre parenthèses. Donc, en particulier, il est orthogonal à V1 et à V2 jusqu'à VK. Donc, VI, il est orthogonal
à F, ce qui est la même chose que de dire VI. Il appartient à F perpendiculaire. Donc, la famille VK plus 1 Vn, donc c'est une famille libre, parce que ce sont des vecteurs orthogonaux non nuls. Bon, enfin, ça fait partie d'une base, enfin, peu importe, c'est une famille libre. Dont F perpendiculaire. Ça veut dire que la dimension de F perpendiculaire, elle est au moins n-k. Il y a combien de vecteurs ici? Il y a n-k vecteurs. D'accord? Donc voilà. Donc on a dim F égale K. Enfin, ok, on va dire. Donc, dim F perpendiculaire est au moins n-k. Donc, dim F plus dim F perpendiculaire, c'est au moins n. Or, F inter F perpendiculaire, c'est 0. Donc ça, n, c'est la dimension de E. Et bien ça, c'est ne possible que deux choses. D'abord, la dimension de F perpendiculaire est égale à n-k. Et du coup, E, c'est la somme directe de F perpendiculaire. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, on a donc démontré un autre corollaire de la construction de Gram-Schmidt, soit E euclidien ou hermitien, et F un sous-espace vectoriel. Alors, E, c'est la somme directe de F avec F perpendiculaire. Et, ok, point. De surcroît, si U1 jusqu'à UK est une base de F et U1 jusqu'à UN est une base de E et on applique Gram-Schmidt pour obtenir une base V1, base orthogonale V1 jusqu'à Vn pour E, alors V1 jusqu'à Vk est une base pour F. Bon, ça, on le savait déjà, mais la nouveauté, c'est et Vk plus 1
jusqu'à Vn est une base pour F perpendiculaire. Évidemment, ce sont deux vecteurs distincts dont chaque base sont orthogonaux, donc ce sont encore des bases orthogonales. Et si vous allez plus loin et vous appliquez le procédé de Gram-Schmidt pour trouver une base, enfin, vous appliquez aussi la normalisation pour trouver une base orthonormée, alors ce serait des bases orthonormées. Encore une fois, vous allez voir tout ça en TD, on fait beaucoup d'exercices où, voilà, grosso modo, si on vous dit, voici un sous-espace vectoriel, trouvez une base orthogonale ou orthonormée pour son complémentaire, donc pour son supplémentaire orthogonale, et ben c'est comme ça que vous faites. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire là-dessus? Oui. Je peux encore démontrer quelques corollaires encore de ça, parce que sinon après, c'est un autre chapitre de toute manière. Donc encore quelques corollaires. Encore quelques corollaires. Donc toujours, soit E euclidien ou hermitien. Alors, attendez, je voulais dire quoi, on va dire. Ouais. Et on va dire que F et G sont des sous-espaces vectoriels. Alors, on va d'abord, le plus important, c'est la chose suivante. Si je prends F perpendiculaire, je pense au perpendiculaire, et ben ça c'est juste F. Et si je prends F, donc c'est 1, ça, 2. Si je prends F plus G perpendiculaire, et ben ça c'est F perpendiculaire intersection G perpendiculaire. Et si je fais F intersection G perpendiculaire, ça c'est égal à F perpendiculaire somme G perpendiculaire. OK, preuve. Alors, le premier. Par définition, F, il est orthogonal à F perpendiculaire. Donc, chaque vecteur ici
est orthogonal à chaque vecteur là, par définition de f perpendiculaire. Donc chaque vecteur ici, il est orthogonal à chaque vecteur là. Parce que j'ai pris ici tous les vecteurs, je pris juste des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de f. Maintenant, je tourne un peu les choses. Donc chaque vecteur de f est orthogonal à chaque vecteur de f perpendiculaire. Ça veut dire qu'en fait, f, il est inclus dans f perpendiculaire. Or, si dim E, c'est n, et dim F, c'est K, alors dim F perpendiculaire, c'est, on a dit n moins K, parce que c'est un. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Donc, dim F perpendiculaire, c'est n moins K, mais ça c'est K. Donc, on a inclusion, même dimension. Donc, ça c'est égal à dim F. Comme en plus F est inclus dans F perpendiculaire, c'est que forcément on a égalité. Ça, c'est la première chose. Non, le deuxième et le troisième, on passe très facilement de l'un à l'autre, donc il faut juste choisir un pour démontrer. Comment on va le faire? Ouais, ok, on va le faire comme ça. On va d'abord démontrer les deux. En fait, pour les deux, on n'a pas besoin de tout ça. Le 2, c'est... En fait, je ne me rappelle même plus si on l'a déjà démontré, mais bon, peu importe, on va le redémontrer. Le 2, c'est direct. Donc, si x appartient à f plus g perpendiculaire, ça veut dire que x est orthogonal à f plus g. Donc, x est orthogonal à f et x est orthogonal à g. Parce qu'il est orthogonal à chaque vecteur ici, donc en particulier, il est orthogonal à chaque vecteur de f et à chaque vecteur de g. Donc, x appartient à la fois f perpendiculaire et à g perpendiculaire. Donc ça, c'est une inclusion. Et si x appartient à f perpendiculaire et aussi à g perpendiculaire, alors, bon, je prends n'importe quel... Donc, x est orthogonal à f et x est orthogonal à g. Donc, il est orthogonal à chaque vecteur ici et à chaque vecteur là. Donc, x est orthogonal à f réunion g. Chaque vecteur ici et chaque vecteur là. Ça, cette réunion, c'est pas très joli. Donc, x est orthogonal à l'espace engendré par f réunion g, qui est juste, mais ça, c'est juste f plus g. Avec f, avec des vecteurs de f et de g, je peux engendrer toutes les sommes de vecteurs de f et de vecteurs de g. Ça, c'est déjà un sous-espace vectoriel qui contient f réunion g. Donc, x appartient à f plus g perpendiculaire. Okay. Donc ça, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ici. C'est, en fait, pas besoin de Gram-Schmidt.
Mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer en quelque sorte l'identité duale. Donc, je vais le faire comme ça. Maintenant, f inter g perpendiculaire. Je vais le calculer comment? Je vais appliquer ce que je sais déjà. Donc, je sais que f, c'est f perpendiculaire, perpendiculaire. Donc, c'est f perpendiculaire, perpendiculaire, intersection g perpendiculaire, perpendiculaire, perpendiculaire. Donc, ça, j'applique le 1. Maintenant, j'applique 2. Je sais ce que c'est que l'intersection de deux supplémentaires orthogonaux. Donc, c'est f perpendiculaire plus g perpendiculaire, perpendiculaire. Ah, sauf que j'avais encore un perpendiculaire dehors. D'accord? Donc ça, c'est par 2. Alors, j'espère que vous suivez bien ce que je fais ici. Alors, ici, c'est juste f égale f perpendiculaire, perpendiculaire. Et j'ai pareil. Ici, c'est parce que f perpendiculaire, perpendiculaire inter g perpendiculaire, perpendiculaire est égal à f perpendiculaire plus g perpendiculaire, le tout perpendiculaire. Et voilà, donc je remplace dans l'identité 2, je remplace f par f perpendiculaire. Mais après, comme tout ça, je prends perpendiculaire, donc c'est ça. Et voilà, et maintenant, encore une fois, j'applique le 1 pour dire ça, c'est égal à f perpendiculaire plus g perpendiculaire, et j'ai fini. Donc ça, c'est cette manière d'utiliser le 1 pour déduire le 3 à partir de 2. On peut aussi utiliser, de la même manière, on peut déduire les 2 à partir du 3. Donc, remarque. C'est cette remarque, ouais, enfin, ok. Donc, de la même manière, donc ça on a fini là. Donc, de la même manière, on aurait pu démontrer 2 à partir de 3 et 1. Donc, en fait, on utilise 1 pour, en quelque chose, faire une réduction de 2 à 3 ou de 3 à 2. Donc, alors, tirez-en ce que vous pouvez, mais moi, je dirais que les deux identités sont duales. Donc, pour moi, j'ai pas envie de... Okay. On va laisser ça en parenthèse, c'est pas très important. Tirez-en. Si vous arrivez à voir ce que j'entends par cela, très bien, sinon, ce n'est pas bien grave. Bon, ça c'est un bon moment pour arrêter. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Ok, très bien. Je vais mettre donc bientôt le PDF. Donc j'arrête, je coupe l'enregistrement.